Cette émission vous est présentée par Decathlon. Stats versus eye test, quel camp choisir? Quel camp choisir? C'est lundi. C'est lundi, déjà on choisit le camp du lundi déjà. Ça, le camp du lundi, il est clair, il est net. Ouais. Voilà. Il n'y a aucun autre jour de la semaine qui peut négocier le camp du lundi. Pas de grosses questions à se poser sur le lundi. C'est la grosse question, comment ça va Alex? Bon écoute, ça va bien, impeccable. Une nouvelle semaine qui démarre, une grosse question pour lancer tout ça. Exactement, et ça cartonne, on espère que vous allez bien. Le lundi c'est le meilleur jour de la semaine et donc vous le passez forcément à midi avec les poteaux de Trash Talk. Léonce, Alex, Bibi, vous le savez, cette saison, le lundi, on se retrouve pour se poser des grosses questions. On a déjà posé quelques grosses questions récemment, beaucoup de débats hyper intéressants et je tiens à remercier au nom de toute l'équipe de Trash Talk les avis très élaborés que nous avons pu voir notamment sur l'arbitrage. Ouais. C'était un sujet intéressant qui pourrait mériter d'autres questions d'ailleurs, parce que moi je trouve qu'il a soulevé des nouvelles questions. Ah mais c'est le but. Donc ouais, c'est un peu le but, mais c'est bien de voir que ça fonctionne. Mais ouais, carrément, l'arbitrage, le spacing, la main chaude. La main chaude, bref. Pas mal de sujets traités. Faut-il tricher pour gagner ? Ça fait partie des grosses questions qu'on a pu se poser. Il y en aura d'autres à se poser sur cette saison 2023-24 de NBA. Bien évidemment, n'hésitez pas à balancer vos suggestions. Il y en a eu plein. Moi, j'en ai noté, évidemment, dans un petit doc pour se faire plaisir parce qu'il y en a un sacré paquet. Aujourd'hui, wouhou! Quoi? Stats versus eye test? Tranquille. On va faire comme d'hab. On fera un point sponsor. On va parler de nourriture. Je vous laisse réfléchir, évidemment, Léon et Alex, à ce qu'on mange aujourd'hui. Et puis après, on fera, comme d'hab, la petite définition, le contexte et puis la grosse réponse. Quoi. Ouais. Un classique. Je crois qu'on est à peu près bon sur l'intro. J'ai très hâte de faire cette émission parce qu'à chaque fois, il faut que vous compreniez un petit peu les backstage. Avec Alex, forcément, on essaie de discuter, de se dire tiens, mais qu'est-ce qu'on va pondre comme grosse question là pour ce lundi? Alors, on a un pré-programme, mais parfois, on aime bien aussi rebondir sur les actualités. On ne peut pas juste faire ce qui se passe là à l'instant. On aime bien. Là, on voit bien l'émission, elle est nouvelle, donc elle évolue aussi avec le temps. Donc, la construction de l'émission, on se pose la question quelle est vraiment la question? On a des questions qu'on avait prévues, on se rend compte qu'elles sont peut-être un peu trop resserrées et qu'en fait elles font partie d'une question plus large. Eh oui. Peut-être que ça va arriver, peut-être qu'il va y avoir des grosses questions en deux parties aussi. Tu vois, ce genre de choses pour vraiment traiter des sujets un peu plus en profondeur, des sujets dans lesquels il y a plusieurs angles et que chaque angle mérite sa grosse question ou son émission au moins. Exactement. Donc voilà, on est au travail. On est au travail. On charbonne fort. Et donc, on est là aujourd'hui pour parler de ces deux équipes. Waouh! On va tout vous définir. Attention, il y en a qui débarquent tout de suite en disant mais le camp, il n'y a pas de camp à choisir. Tranquille, il suffit d'un peu des deux et puis let's go. Eye test, statistiques. Il y a plein de gens qui suivent la NBA depuis très très longtemps ou peut-être depuis moins longtemps et qui sont soit 100% stats, soit 100% eye test, soit qui essaient de trouver un peu des deux ou qui essaient d'ajouter un petit peu de ceci et de cela. On va faire des grosses définitions. On va faire tout ce qu'il faut, quand même. On est prêt? Bien sûr, exactement. Qu'est-ce qu'on a au programme, du coup? Eh bien, au programme, on va évidemment commencer, mesdames et messieurs, comme vous le savez, sur cette saison 23-24 avec nos poteaux de Decathlon. J'ai une question. Partenariat avec la NBA. Cette chaussure est une chaussure du rouge, le rouge avec des cornes, les Bulls. Les Taureaux de Chicago. Au talon, Bastien, tu pourras regarder, j'ai regardé moi. 91, 92, 93, il y a écrit. Les fans des Bulls savent à quoi ça fait référence. L'année des dernières saisons positives des Pistons. Notamment. Entre autres. Voilà, c'était gratuit. Non, c'était gratuit ça. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il dit et tout. Non, c'est plus couleur. Attends, parce que quand même, moi j'avoue que le bleu, il a fallu que j'aille chercher le maillot City Edition des Bulls. City Edition. Après le rouge, on connaît bien les Bulls en rouge. Donc c'est le modèle de chaussures que vous connaissez sûrement déjà si vous suivez ces émissions. Il existe aussi aux couleurs des Warriors. Il existe aux couleurs des Celtics. Il existe aux couleurs des Spurs. Vous l'avez vu dans cette émission. Tu crois qu'ils vont mettre un 0-17 au talon ou pas sur le modèle des Spurs ou non? Bon bref, je ne répondrai absolument pas à cette provocation. Et il n'y a pas que des chaussures, il y a une collection lifestyle que Bastien porte fièrement, un hoodie avec le logo NBA fait par Decathlon. Ouais. Moi je l'ai pas mis là parce que j'avais envie de mettre un petit t-shirt, mais il y a évidemment ce magnifique hoodie dans lequel vous m'avez vu un bien saillant Miami Heat. Donc la bonne team eye test. Chaussures des Bulls. Suite du Miami Heat, on est bien dans l'eye test. Donc là, je sens que ça a préféré les stats.
Très clairement. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous ne l'avez toujours pas fait, vous foncez dans la Descro et vous allez voir la dernière collection Lifestyle de Decathlon si vous voulez bien vous chausser et vous équiper pour la saison à venir et l'année 2024 à venir. Les fêtes de fin d'année arrivent. Foncez chez les poteaux Decathlon. C'est un classique, évidemment. Ça ne bouge pas. C'est pas mal comme petit point sponsor. On est très bon là-dessus. Par contre, il faut qu'on bouffe. Ça graille. On est le lundi. On se pose la question, quel que soit votre fuseau horaire sur cette planète. Alex, Léonce, qu'est-ce qu'on mange ? Récemment, là, j'ai bien aimé petite marmite, pommes de terre, chou-fleur, carotte. On est très... La semaine dernière, on a été sur une poêlée de champignons. Là, on est. Pommes de terre, chou-fleur, carotte. Et à côté, j'avais fait un petit poisson, tu vois. Genre un petit poisson blanc. Je sais pas, un truc simple. D'autres fois, j'ai dû dire cabillaud, donc on va changer. Je sais pas, de la lotte. Ah, bon, bah. C'est bon, la lotte, non ? Du loup de mer ? Ouais, du bar. Du bar ? Ouais. Non, de la lotte. La lotte. Une petite lotte avec sa petite poêlée, chou-fleur, pommes de terre, carotte. On est bon au niveau des saisons, là. Oh oui. Là. Rassurez-moi. Ah bah ouais. Rassurez-moi, ma team. Bien sûr. Ma team saison. Un peu de panais. Ouais. Un peu de panais. Je vais encore me prendre des tweets en majuscules. Non, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais ? Les carottes en décembre, n'importe quoi. Alex a révisé depuis. Ouais. Léonce, j'essaye de taffer mes saisons. Léonce. Moi, diète. Quoi, diète, c'est-à-dire ? C'était des soirées raclette chez Franck, le voisin. Ah, ça, c'est la saison. Très belle soirée. Légumes de saison, la raclette. Très belle soirée. Mais du coup, là, midi, on se calme. Hashtag fragile. Hashtag doucement. Hashtag Strepsil. Hashtag je vais essayer de tout faire passer par le seul et même canal. Très bien. Évidemment, on est sur cette saison-là, donc t'es parti sur une raclette. Voilà. Je vais partir sur une croziflette. Bien, croziflette. Il y en a qui sont sur de la tartiflette, il y en a qui sont sur la croziflette. Très sous-estimés, nos amis les crozets. Vous pouvez vous faire des grosses régalades là sur cette fin d'année avec des bons plats bien mijotés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous mangez, vous aussi. Team mangeur, ma team trône, ça c'est après le manger. Et bien ceux qui sont dans les bouchons ou dans la salle de sport, on vous fait des bisous. On va démarrer justement cette grosse question et bien démarrer cette semaine avec donc cette grande question, Alex. Grande question. Stat versus eye test. Quel camp choisir ? Faut-il choisir un camp ? Ça serait la sous-question déjà. Mais quel camp choisir ? Hashtag faut-il choisir un camp ? Exactement. Et on va se poser tout un tas de questions justement là-dedans. Est-ce qu'on commencerait pas par définir les termes ? Ouais, je pense que c'est bien. Ouais. La grosse définition. Alex, les statistiques, le eye test, est-ce que tu peux nous faire le Larousse, s'il te plaît ? Eye test, justement, c'est pas dans le Larousse. Ah. Donc, je vais vous proposer ma propre définition. Bah non, c'est pas dans le Larousse. Pour moi, l'eye test, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut apprécier à l'œil. Donc quand on regarde, ça peut être soit la beauté, la fluidité d'un joueur, d'un move, ça peut être le mouvement de balle d'une équipe, ça peut être la sensation, l'impression de puissance que dégagent certains joueurs ou de manque de puissance que dégagent d'autres, ça peut être le toucher, ça peut être aussi de la tactique, c'est-à-dire que t'es devant un match et ça sort de temps mort, et là tu dis ah bah dis donc c'est intéressant là le double écran machin qu'il a fait pour dégager, voilà. Donc ça en fait tu vas l'apprécier à l'œil, et donc ça fait partie de ce que j'appelle moi le eye test. C'est pas juste dire waouh Kyrie Irving il a un handle de fou furieux, ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, tout à fait. Le eye test évidemment c'est une expression anglaise pour nos amis qui ont pioncé pendant ces heures de cours d'anglais. Eye test, vous pouvez aussi dire observation tout simplement, c'est ce que vous voyez avec votre œil en fait, c'est votre appréciation quelque part. C'est tout ce qui est très subjectif, le eye test. On regarde et on peut être 3 sur le même canapé, regarder la même chose, on n'aura pas forcément le même eye test. On peut avoir des choses sur lesquelles on est similaire, mais le eye test c'est quand même quelque chose qui est très propre à soi. Genre, lui pourquoi est-ce qu'il regarde par terre ? Bah il y en a un qui va dire bah il manque de confiance et l'autre qui dit bah il a ses lacets qui sont défaits. Le eye test ça dépend de qui regarde. C'est-à-dire que si c'est ton deuxième match de NBA ou si c'est ton millième, a priori. Si c'est ton millième, tu dois voir des choses que l'autre ne voit pas. Évidemment. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui ont 1000 matchs ou je sais pas combien de matchs derrière eux, ils voient toujours pas. Tout à fait. Et plus tu vieillis, moins tu vois. C'est pour ça que tu as des lunettes. Exactement. Non mais c'est vrai que tu as raison de mentionner cet aspect d'expérience et de temps. Ajoutons quand même en effet, comme tu le disais là, le fait que ce n'est pas parce que tu as regardé plein de choses avec tes yeux que forcément tu as la connaissance ultime, quoi. Il y a des gens qui regardent pas forcément beaucoup de basket ou beaucoup de sport, parce que c'est un débat qui concerne aussi d'autres sports. Et puis, en fait, ils ont tout de suite capté des bonnes choses, des choses pertinentes qui vont souligner bien un point important de la rencontre. Complètement. Et qui, après, sera ou non validé ou invalidé par les statistiques. Parlons stats. Bah oui. Statistiques, là, j'ai une définition dans le Robert. Ah. Sciences et techniques d'interprétation mathématique de données complexes et nombreuses permettant de faire des prévisions. Alors, sciences et techniques d'interprétation mathématique de données complexes et nombreuses
qui permet de faire des prévisions. Dans le cas précis de ce dont on va parler nous, donc de sport et notamment de basketball, ça permet pas de faire des prévisions, ça peut permettre de faire des prévisions, mais ça permet surtout de analyser ce qui s'est passé. #analytics. C'est vrai. Et sciences et techniques d'interprétation mathématique de données complexes et nombreuses. Alors des données nombreuses, on en a plein. On va en parler. Complexes, il y en a certaines qui sont plus ou moins complexes. Et oui, on est un peu dans le domaine des mathématiques, puisqu'on est sur du pourcentage, qui prennent en compte pas mal de données. On a des stats plus ou moins brutes. Alors ça, c'est assez important. On peut rajouter, parce que là, le Robert, je pense pas qu'ils vont aller dans cette précision de définition que nous, on peut donner. Non. C'est que tu as des stats très brutes. Je sais pas, moi, les points par match. Les points marqués par un joueur par match, les points marqués par une équipe par match, les rebonds pris, le nombre total de rebonds pris par un joueur, tu vois, genre, il en a pris plus que machin, ah oui, mais il a joué 20 matchs de plus, est-ce que la moyenne ne nous intéresse pas plus que le total ? Peut-être pas, peut-être que oui. Et après, petit à petit, avec les années, on arrive là dans une ère aujourd'hui où les statistiques avancées deviennent de plus en plus la norme. Donc là, on est sur les ratings offensifs qu'on utilise tous les deux assez régulièrement sur les équipes. Quand on parle d'une équipe, on essaie de la classer défensivement ou offensivement par rapport à toutes les autres équipes de la ligue. Rating offensif, c'est très simple. C'est vraiment pour égaliser, c'est sur 100 possessions, combien une équipe marque de points. Du coup, ça te permet d'égaliser entre les équipes qui jouent très vite, qui ont plus ou moins de possessions par match, voir lesquelles sont les meilleures offensivement ou défensivement. C'est pas forcément un exemple. Tout à fait. Avancé. Bien sûr. C'est ce qui permet notamment d'avoir le PER. Et après, ça, c'est pour juger les individualités. Le true shooting percentage, que moi je trouve assez intéressant. Bien pour sûr. Juger l'efficacité au scoring d'un joueur. Tout à fait. Plein de stats qui se sont développés. Ça, on en reparlera dans le contexte. Mais bon, quelque part, c'est pas non plus le gros débat de comptoir. Science versus religion, comme parfois on peut l'avoir, mais il y a un côté high test versus statistique qui est genre ce qui est objectif, factuel, statistique, et le high test qui parfois qui est un petit peu plus propre à son propre œil et donc à la subjectivité. Il y a un petit peu de ça dans encore que les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Et on va y venir. Et tu peux piocher dans les stats celles qui t'arrangent pour démontrer ton point de vue. Ah bah ça. Mais dans les deux cas, je pense que la subjectivité va forcément intervenir à un moment ou un autre, et c'est ça qui est justement intéressant. Exactement. Maintenant, quel camp choisir ? On a fait un peu de provoque forcément dans le titre, parce que oui, on va débattre avec Alex là tout au long de l'émission. L'idée, c'est de savoir où placer le curseur, où vous placez votre curseur, parce que c'est quelque chose qui est très personnel. Et donc de voir un petit peu, vous, dans votre interprétation, dans votre façon de vivre le sport, pas que le basket, ça peut être d'autres choses. Eh bien, est-ce que vous êtes plutôt en mode, pour backer certaines choses, j'ai besoin de ça, ou est-ce que je vais totalement clasher ceux qui sont 100% high test parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est que de l'interprétation ultime. Je sens que ça va être intense. Et j'ai bien hâte, justement, de discuter de ça. Est-ce qu'on ne mettrait pas un contexte ou tu as d'autres choses dans la décision ? Non, je pense qu'on peut mettre le contexte. C'est le plus important, le contexte ici. Plaçons le gros contexte tout de suite. Alex, tu en parlais là il y a quelques secondes, et on en a parlé tout à l'heure en off. Prenons un exemple. Les deux personnes qui sont ici. Nous ne sommes pas nés la même année, et donc ce que je veux dire par là, c'est que en ce qui concerne la NBA que tu as pu connaître toi et voir évoluer, avoir des statistiques avancées dans les années 90 ou début 2000, pas facile quand même. Attends, mais pas que les stats avancées, même l'high test. Tu pouvais voir beaucoup moins de matchs. Donc, les deux angles d'analyse, que ce soit via les statistiques ou via le fait de regarder des matchs, étaient plus compliqués qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce sont deux évolutions qui, à mon avis, vont dans le même sens ensemble. C'est-à-dire que plus on a eu la possibilité de voir de matchs, plus il y a eu de plus en plus de stats disponibles. Oui. C'est logique en fait. Plus t'as de gens qui peuvent voir des matchs, plus t'as de gens qui peuvent analyser. Donc t'as ceux qui vont te faire des découpages vidéo, des montages pour analyser l'attaque en pick and roll de telle équipe et tout, qui vont être plus sur le high test, c'est-à-dire regarder comment lui il se place et regarder tel coach qu'est-ce qu'il a proposé en sortie de temps mort et tout ça, c'est possible. Oui. De plus en plus via le fait qu'on a de la cam en vidéo d'évolution de technologie aussi qui fait que tu peux enregistrer encore plus de choses. Avant, il fallait écrire sur des bouts de papier. Maintenant, tu as tout sur PC. C'est quand même bien pratique pour cumuler 1000 matchs de notes. Exactement, parce que si toi, tu as vu des matchs, tu peux retranscrire à l'écrit et raconter ce que tu as vu. Tu peux même faire de l'analyse tactique
avec ce que tu as vu en le racontant, mais c'est vrai que si tu peux y adjoindre à minima des images, voire de la vidéo, bah tout de suite ton explication va être d'autant plus claire. Et les statistiques suivent le même chemin, même s'il y a une accélération depuis les années 2010 au niveau de l'impact et de l'importance des statistiques, il y en a de plus en plus disponibles gratuitement, je veux dire entre Basketball Référence, Surtout le site de la NBA. Le site de la NBA. StatMuse, Brickmuse. Brickmuse, très le important. site de la NBA, le site d'ESPN, là tout à l'heure j'étais là, je vous le mettrai dans Team Rating, en premier commentaire, mais John Hollinger qui est quand même assez connu, qui est pas forcément validé par tout le monde, mais qui a mis en place un outil qui s'appelle le PER, donc c'est une stat qui permet de classer les joueurs, on va dire selon quand même plus leur production que leur efficacité. C'était avancé dans les années 2000, c'est un peu dépassé aujourd'hui. Mais... Exactement, dans les années 2000 c'était une mini-révolution. Formidable. Aujourd'hui il y a des concurrents très sérieux du PER, ou au moins si tu prends, en fait tu vas pas prendre le PER, tu vas prendre telle stat et telle stat, et tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Bien sûr. N'empêche que ça reste un élément de jugement que pas mal de médias utilisent, que pas mal de coachs utilisent, pas mal d'observateurs et tout. Donc c'est quelque chose d'important et c'est gratuit, c'est disponible. Tout à fait. Tout à l'heure, on en parlait très rapidos avec Léon avant de commencer à tourner. Le film Le Stratège, Moneyball, j'ai plus le nom du gars là qui était Billy quelque chose. C'est avec Matt Damon ça, non? À Auckland, Brad Pitt. À Auckland, plutôt parce que attention, faut bien comprendre aussi que l'évolution statistique, je m'y connais pas plus que ça en baseball, mais notamment lorsqu'on regarde la genèse de l'avancée statistique, on voit que dans le baseball, tu me parlais de foot tout à l'heure, on voit qu'il y a eu aussi une arrivée début des années 2000 de statistiques avancées de plus en plus, et donc ça a donné naissance à des types de comportements en termes de recrutement, en termes d'analyse des joueurs. Donc c'est vrai qu'en termes de contexte, aujourd'hui, on a, comme tu le dis, accès à énormément de choses. Tu peux te mater les matchs à plus quoi savoir en faire. Tu peux revenir 10 secondes en arrière et passer 1 heure en avant. Tu peux avoir des stats qui viennent de partout. Le mec, il est bon corner gauche. Le jeudi, il est à tel pourcentage. Le dimanche, sur une jambe, il est comme ça. Donc, tu as toutes ces choses qui ont évolué. Et ce que je voulais ajouter, moi, au contexte, c'est que si cette question aussi, elle est posée, c'est parce qu'il y a eu... Je dirais milieu des années 2015, la décennie 2010. Je laisserai le poteau Guillaume notamment, à qui j'envoie des gros bisous, que vous devez suivre sur Twitter bien évidemment, qui pourra nous confirmer tout ça. Il y a eu dans les années 2010, j'ai l'impression, une évolution de ce débat qui était de dire, il faut quelque part choisir un camp. C'était un petit peu l'idée de dire, oh là là, on voit l'arrivée côté NBA de la saga Daryl Morey, très 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 avancée sur les statistiques, beaucoup de data avec les anciens, Charles Barkley et compagnie sur la plateau de télé qui commençaient à dire on est en train de trop compliquer ce sport, vous rajoutez trop de chiffres. Et donc juste pour finir, il y avait ce sentiment dans les années 2015-16 je dirais, de devoir faire un choix entre deux espèces d'écoles quoi. Notamment à cause du 3 points par exemple, où on a vu beaucoup de gens s'offusquer du fait que certaines équipes étaient trop branchées sur les analytics et sur notamment la réussite à 3 points pour construire leur jeu. On en a parlé quand on a parlé du spacing. On a vu à l'époque Phil Jackson nous dire attendez, c'est pas avec le 3 points que tu as gagné des titres. Bon, après les Warriors ont écrabouillé la ligue, pas qu'avec le 3 points, hein, mais en partie quand même avec un joueur qui défie un peu tout ça, c'est-à-dire que au niveau de l'eye test, tu peux trouver Stephen Curry absolument incroyable, de par les déplacements sans ballon, de par le côté très beau à regarder jouer, son handle, la vitesse à laquelle il dégaine. Donc ça, c'est des choses que tu vas apprécier en regardant, c'est de l'eye test. Et son style de jeu pourrait se traduire par des statistiques où on se dit oh l'efficacité c'est pas toujours dingue et tout. Bon, à l'autre, même encore cette année, alors qu'il va avoir 36 ans, c'est encore un des joueurs les plus efficaces de la ligue. Complètement. Et il prend pas les shoots les plus faciles, tu vois, c'est pas un pivot quoi. Steph est un des grands exemples. Comment ne pas parler de monsieur contexte Nikola Jokic qui, allez voir sa draft, est un des emblèmes de ce débat et de cette discussion. C'est eye test au moment où il est drafté. Il va pas tenir comme Luka Doncic aussi qui a pas été numéro 1 de sa draft, mais il a été très bien drafté. Mais Nikola Jokic drafté en fin de second tour, il ne va pas y arriver parce que en fait, et athlétiquement, et dans sa manière de se déplacer, et dans son comportement, ça va pas aller. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on commence orthodoxe. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il faut défendre notamment, il y a le high test avec Jokic évidemment où tu le vois jouer et tu comprends la beauté de son jeu. Les gestes sont orthodoxes et tu vois que tout se passe autour de lui. Bien sûr, mais lorsqu'on voit cette évolution des statistiques utilisables,
bah, on voit qu'un mec comme Jokic, tout le monde se fout à plat ventre, quoi, parce que le mec en termes de domination et donc de cocher ces cases-là numériques, c'est absolument hors norme. Bien sûr. Et donc tout à l'heure, j'ai cité, pour rajouter dans le contexte, j'ai parlé du PER. Je me suis amusé, du coup je suis allé je crois que je suis allé directement chez John Hollinger sur ESPN, mais tu le trouves aussi sur Basket Référence, tu le trouves dans plein d'endroits, donc le fameux PER. PER qui veut dire PER Evaluation Rating, Ouais. Efficiency Rating. Efficiency Rating. Ouais. Et non, tu me fais douter du coup. Oui, voilà. Eh ben je vais vérifier tout de suite. C'est juste qu'on a tellement l'habitude d'utiliser le PER dans tous les sens qu'en fait... J'arrive, tout de suite. Player Efficiency Rating, ouais. Et donc moi, ce qui me gêne un peu, même beaucoup, dans le PER, c'est le mot efficiency. Je trouve que ça devrait plutôt se nommer le PPR, le Player Production Rating, ou un truc comme ça. Pour moi, c'est plus... Après, je dis pas que ça juge pas l'efficacité, il y a l'efficacité qui est prise en compte, mais c'est plus quelque chose qui juge surtout de la faculté de production à la minute ou rééquilibrée sur le temps de jeu des joueurs. Là, et ça, au final... C'est un outil que je pense qu'il a été un peu trop maltraité à cause de ça, parce qu'on a trop voulu faire croire que c'était un truc d'efficiency, alors qu'en fait, je suis pas sûr forcément sur le côté efficiency. C'est juste qu'il a ses limites. En revanche, en termes d'indicateur du niveau de jeu à l'instant T d'un joueur, quand par exemple tu prends aujourd'hui, à l'instant T dans la saison 2023-24, les 5 joueurs qui ont le meilleur PER en ce moment, dans l'ordre, hein, Embiid, Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis et Haliburton. Ça va, c'est correct. C'est correct, je veux dire, dans le sens où, oui, ce sont des joueurs qui produisent, qui gagnent des matchs, qui sont quand même assez efficaces dans leur genre. Bien sûr. Hein. Et même derrière, t'as Luka Doncic, Anthony Davis, LeBron James, Kevin Durant, Devin Booker. Ça reste un indicateur intéressant. Oui, après, si tu vas un peu plus bas, est-ce que tu peux me dire les joueurs qui sont aux places 20 à 25, s'il te plaît ? Bah là, attends, bouge pas. Je me mets tout de suite sur le truc. Plus tu descends, moins c'est fiable. Bon, après, t'as quand même De'Aaron Fox. Ah oui, non, attends. Parce que Hollinger, lui, sur ESPN, oui, c'est pour ça que je vais aussi voir. Parce que moi, j'ai vu quand même du Andre Drummond qui a un meilleur PER que Jason Tatum cette saison, quand même. Voilà. Ça, c'est un sujet. Voilà, c'est tranquille. Mais effectivement... On se rapproche plus de la TTFL qu'autre chose, en fait. Mais c'est plus en termes de production statistique pure. Tout à fait, c'est pour ça que je te dis efficiency à voir. Si tu vas dans Basketball Référence, il y a un petit outil assez cool, c'est que tu peux enlever les joueurs qui ne sont pas qualifiés, donc par exemple qui n'ont pas joué assez de matchs ou pas assez de minutes pour être considérés dans le rating. Du coup, tu as le top 10 que je viens de citer, et derrière, tu es sur De'Aaron Fox, Stephen Curry, Zion Williamson, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Bam Adebayo. Bon, là, il y a Mark Williams qui débarque tout d'un coup en PER. Ce qui montre aussi que le gars, bah, il produit. Ah bah, il produit, c'est sûr et certain, mais il produit à quel point et quel impact il va avoir au global sur la victoire. Ouais, après, c'est que le PER ne tient pas suffisamment compte qu'est-ce que tu as autour de toi comme joueur. Dans le contexte, petite note, moi, que je souhaitais ajouter à tout ça, puisqu'on a été très complet, cette évolution, ce qui nous mène à 2023-24, c'est ce qui fait aussi que dans les années 60 et 70, on a basé énormément de choses sur le bouche à oreille. Qui dit quoi ? C'est-à-dire, est-ce que Will Chamberlain a mis 100 points ? On n'a pas de tape, on a un bout de radio du truc qui a été commenté, mais sinon, moi je suis pas du tout dans le refaire l'histoire, hein, mais c'est juste que sur Will Chamberlain, qui est l'emblème du téléspectateur à raconter à un autre que ce type pouvait dunker de la ligne des lancers francs sans bouger, sans élan. Il y en a qui ont dit que Julius Erving pouvait rester 4 secondes en l'air. Tout ça, c'était une ère aussi qui construisait des légendes du jeu sans avoir un aussi haut niveau statistique. Parce qu'on l'a dit, au niveau technologique, tu ne pouvais pas accumuler autant de choses. Parce que c'est à partir du moment où tu peux commencer à avoir une tendance répétée que tu peux avoir une statistique réelle. Et donc c'est juste dans cette évolution que je trouve intéressante de voir, quand on fait le jeu, nous, et on l'a fait pendant les lundis, de classer des joueurs en fonction des aires, que c'est compliqué parce que chaque ère représente sa propre sphère statistique. Et donc c'est compliqué de prendre un joueur des années 70 et 60 ou des années 80 et de le comparer avec des joueurs des années 2000, 2010 et 2020 parce que les cadres sont totalement différents. Compliqué parce que le high test, tu peux pas te faire autant une idée et tu as beaucoup moins de statistiques. Parce que je pense que Will Chamberlain, s'il y avait eu le PER à son époque, je pense qu'il mettait un paquet de mecs dans le rétro. Oui, c'est sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. J'ai l'impression que... Mais il y a probablement des... Vu comment il est calculé, j'ai l'impression que Will Chamberlain... Tout à fait. Mais... à l'inverse,
Peut-être que Nico Batum ou PJ Tucker ou d'autres garçons soldats comme ça qui sont un peu plus notamment dans des choses précises du jeu n'auraient pas tenu 1 an et demi, je schématise, en NBA parce que c'était une autre ère, quoi. C'était une autre ère comme manière de fonctionner. Ça, c'est possible. Sur le contexte, tu avais d'autres choses ou pas? Je t'en prie, vas-y. Hein. J'ai d'autres choses. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec l'évolution des statistiques, c'est-à-dire qu'au début, les statistiques, ça servait à évaluer la production. On était là, on disait, machin, il met tant de points par match, il prend tant de rebonds, il fait tant de passes. Je schématise un peu, mais c'était les 3 grandes stats qu'on utilisait le plus. Puis après, on a rajouté les contres et les interceptions. Mais on était vraiment sur de la stat brute, de la moyenne par match. Et puis, petit à petit, on s'est mis en tête, et c'est intéressant, de mesurer l'efficacité, qu'elle soit collective ou individuelle. C'est-à-dire tout à l'heure on parlait de rating offensif et de rating défensif, c'est un peu l'efficacité collective d'une équipe en attaque et en défense que tu juges. On fait la même chose pour les joueurs, avec par exemple l'introduction de plus en plus régulière du true shooting percentage. Par exemple. Qui est une mesure parmi d'autres, mais une mesure assez intéressante également. Value over replacement, Raptor, LeBron, box plus minus, tu peux avoir plein de trucs. On est sur de la mesure d'efficacité de joueurs. C'est-à-dire quand il est sur le terrain. Ah mais attends, bien sûr, c'est plus pour dire l'évolution aussi statistique, elle est dans le nombre de stats qui sont mises à disposition et dans le nombre de réflexions et d'analyses qu'il y a avec ces stats mises à disposition. Il y a eu un moment où les types ont commencé à se dire attends, parce que si je fais un truc pondéré entre les 2 points, les 3 points et les lancers, j'obtiens un pourcentage, je vais voir si je classe un peu les joueurs. Oh c'est marrant, j'ai que des pivots qui prennent pas beaucoup de tirs et qui tirent que de près tout en haut. Hein, aujourd'hui, c'est Puttle, Topin, Gafford, machin. Il y a juste Steph Curry dans le top 10 des true shooting percentage de la ligue actuellement. Mais lui, je répète, c'est un ovni, pas que high test, c'est aussi un ovni de statistique. C'est intéressant de voir aussi cette tendance où en statistique, on va de plus en plus, on s'intéresse de moins en moins aux stats brutes et à la production et on essaye de plus en plus d'aller dans des choses fines et dans des stats avancées pour mesurer l'efficacité de tel ou tel système ou de tel ou tel joueur. Et aussi au niveau du high test, puisque je sais que pour certains on vulgarise, quand je dis on, c'est le basket, les gens du basket en général ne vulgarisent pas assez les aspects tactiques et ce qui se passe, les écrans où ils sont. Moi je trouve que ça vulgarise de ouf et de plus en plus par rapport à une époque, comme tu l'as très bien dit, moi j'ai connu et on sait pas qu'on vulgarisait pas, c'est que déjà on n'avait pas beaucoup d'infos, donc on avait les trucs essentiels. Aujourd'hui, t'es d'accord, on est là, on peut tellement regarder le basket, comme l'a dit Bastien, on peut mettre pause, machin et tout, on peut dire ah ouais putain, ah bien joué, ah ouais lui il est venu faire, ah ouais c'était pour libérer machin dans le corner, et en fait machin il a fait l'extra passe. On a la possibilité, sans regarder les statistiques, mais de revoir le jeu. Tout à fait. Et comme on sensibilise le plus de gens possible, c'est là aussi où on en arrive à dire ah ouais, mais le taf d'Aaron Gordon dans les derniers playoffs des Nuggets est absolument incroyable. Il est super dans les statistiques, mais statistiquement parlant, en termes de PER ou de je sais pas quoi, faudra regarder, mais je pense pas que Aaron Gordon soit devant Jokic et Murray. Non, c'est tout à fait, et c'est ce qui fait que tout à fait, et c'est ce qui fait qu'en France d'ailleurs, puisque là on est dans un prisme soit américain, soit international, soit donc français entre nous, c'est qu'il y a ce truc contre lequel on peut rien faire, qui est donc le décalage horaire, qui fait qu'on a des matchs certes disponibles en replay, mais que on voit aussi la façon dont chacun, et il n'y a pas de meilleure manière de faire, mais dont chacun vit sa propre NBA et sa manière de faire, en allant chercher ce qui le rassure le plus. C'est-à-dire, je me réveille le matin, et on le sait, on a déjà blagué de ça entre nous, la team feuille de stats, qui limite trop les choses, parce que dans le scénario d'une rencontre, et donc dans ce qu'on a vu, il y a des choses qui ne vont pas assez bien se traduire sur la feuille statistique. À la défense notamment. À la défense notamment, ou même un simple run, une équipe face à une autre, tout est bouché. Il y a un mec qui a mis 8 points dans le 3e quart-temps au moment où ça a déclenché justement un changement important dans la façon dont l'équipe adverse a dû se réajuster. Tu te réveilles le matin, tu vas voir que le mec n'a mis que 8 points, c'était pas un joueur fondamental. Sauf que dans cette rencontre-là, c'est un joueur fondamental. Le plus-minus aussi. Tout à fait. Et je tiens à dire notamment, et c'était une des bases, quand moi je voulais faire tout ce qu'on a pu faire, notamment sur Trash Talk en termes d'analyse et de regarder les matchs, c'était d'être présent la nuit, non pas parce que c'est une vérité et que c'est indéniable, dès que tu as vu la nuit, tu connais, pas du tout. C'est juste qu'il y a des éléments très précis
qu'on ne retrouve pas assez dans les feuilles statistiques brutes d'aujourd'hui. Ou dans les résumés. Après, maintenant, aujourd'hui, tu as des possibilités de replay, de matchs entiers et tout. Tu peux vraiment te replonger et comprendre l'ambiance et le déroulé d'un match. Bien sûr. En fait, c'est aussi une question de temps, une question d'effort. Et ce qui est assez intéressant, je veux bien ton avis là-dessus pour finir un peu sur le contexte. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le joueur ou l'équipe, vraiment, où on a l'impression que c'est léché, la manière est sympa, ça joue bien et tout, ça peut aussi être une équipe qui n'a pas tant de réussite collective que ça, c'est juste que les mecs s'appliquent, la manière est bonne, mais par manque de talent par exemple, ou parfois par manque d'efficacité, et ben en fait les résultats sont pas au bout. Mais évidemment, et tout à fait, oui monsieur, puisque sur ce début de saison 23-24, on a regardé les Bucks, j'ai bien dit, on a regardé les Bucks et on s'est dit, impression visuelle, ça tâtonne, on va voir, tiens fais voir, au pétard, 3e meilleur rating offensif de toute la NBA. Par exemple, tout à fait. Qui est un exemple concret en ce moment des gens avec qui j'avais pu discuter sur Twitch de les Bucks quand même offensivement il y a du travail, ça tâtonne, pas une impression visuelle donc un ressenti visuel très léché, mais c'est efficace. C'est assez efficace. Et d'ailleurs l'efficacité on peut en parler puisque dans l'histoire NBA, là t'es même pas obligé de prendre la NBA actuelle, il y a toujours eu et je pense qu'il y aura encore des joueurs beaux à regarder, fluides, qui donnent une sensation de domination, de contrôler le game et tout. Et qui ont gagné dans leur carrière beaucoup de matchs, des titres et tout, mais qui, quand tu regardes les stats, t'es là, tu fais attends, Allen Iverson, waouh, c'est quoi cette efficacité de merde ? C'est quoi ce true percentage de true shooting percentage pas terrible ? Enfin, je veux dire, Allen Iverson, c'est un joueur, il a souvent tourné à genre 42% au tir, 31% de loin, ou je sais pas, ou Kobe, après j'ai pas les stats exacts sous les yeux, mais Kobe, et pourtant, dans leur carrière, c'est des joueurs idolâtrés, et pour de vraies bonnes raisons, attention, et qui ont réussi à gagner des titres, Iverson, des titres individuels plus que des titres collectifs, mais Kobe, il a fait les deux, lui, et qui ont réussi à faire ça malgré des stats qui montrent une efficacité où aujourd'hui on serait là genre oh là là oui, non mais c'est quand même important. Bien sûr, parce qu'elles sont lues en 2023-24. Ah bah oui, aussi. Parce que à l'époque, c'est dans la recherche du futur Jordan et que s'il faut envoyer Jordan pour atteindre les 40 points, tout à fait, mais s'il faut envoyer pour ensuite mettre du point et on verra après les pourcentages, vu que c'est que, je schématise un peu, mais la victoire qui compte, bon bah si t'as été à 17 sur 49 au tir, t'as la victoire, c'est bon. Et à contrario, tu as des joueurs qui n'ont pas forcément une grande réputation par rapport à ce qu'ils dégagent parfois en termes d'eye test. Si ton œil n'est pas affûté, je veux parler et par contre ce sont des joueurs très efficaces et qui ont gagné aussi. Par exemple, gros exemple, Tim Duncan, si ton œil n'est pas vraiment affûté, tu peux pas forcément te rendre compte bien de tout ce qu'il apporte sur un terrain, parce que son geste de shoot, honnêtement, c'est pas beau. C'est pas un joueur qui va dribbler, c'est pas un joueur, il peut te claquer des gros dunks, mais c'est pas un joueur qui va être le plus spectaculaire ou le plus impressionnant offensivement. Par contre, défensivement, c'est très très propre, et ça, je le répète, dans les stats, c'est certainement le plus dur à mettre en avant, c'est la défense. Alors que là, l'eye test peut vraiment t'aider. Et puis offensivement, c'est un joueur, il n'y a pas de fioriture, il y a des fondamentaux de fou furieux. Ça, de toute façon, sur l'aspect spectaculaire, ce qui est hyper important dans ce débat-là, l'eye test, ça joue. On va en parler évidemment dans la grosse réponse, parce que sur le spectaculaire, pareil, un contexte, on est dans l'arrivée de joueurs comme Giannis ou Wemby, où tu vois des choses et tu te dis, OMG, ça doit être incroyable. Est-ce que c'est aussi efficace que pour l'un et pour l'autre ? Ça reste à voir. Voilà pour le contexte. À peu près, Évidemment, on va pouvoir compléter tout ça dans une tentative de grosse réponse. Allez, on va essayer de répondre à la question. Statistique versus eye test. Quel camp choisir ? Alors, moi ce que je te propose, Alex, c'est que on va faire une espèce d'échelle comme ça. On va voir eye test et stats. Et l'idée, c'est pas de dire forcément tu es soit eye test, soit stat, mais c'est où tu vas placer ton curseur. Parce que s'il y a bien un truc que tu as dit là au tout début qui était hyper important parmi tant d'autres, c'est que les statistiques servent à n'importe qui à façonner son argumentaire ou à baquer son argumentaire. Et d'ailleurs, ou à se faire une idée. Ou à se faire une idée, tout à fait. Mais tu peux faire dire un petit peu tout et n'importe quoi à plusieurs stats. Ça dépend de l'argumentaire que tu as prévu. Toi, je te pose la question. Sur ce curseur, sur cette échelle donc, où est-ce que tu te places, toi, à titre personnel, dans ta façon de vivre la NBA
et donc de voir des statistiques pleuvoir dans tous les sens, triple-double. Tu veux dire au niveau analyse, expertise et tout? Exactement. Je me place... clairement, je suis beaucoup plus high test que statistique, moi. High test dans le sens très global. C'est-à-dire qu'en gros, je me sers... J'ai peut-être pas forcément raison, d'ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sers énormément des statistiques après avoir regardé ou après avoir discuté. En gros, je me sers des statistiques, je cherche dans les statistiques pour me dire, ok, là, je trouve que machin, il a vraiment fait un bon match en attaque, machin, et il a bien cartonné, il s'est appliqué, il a été discipliné, il est resté dans les systèmes, il a plutôt mis ses tirs et tout. Et après, stat simple, je vais me checker la box score. Et en fait, je me dis, ah non, en fait, il a 6 sur 20, oh, c'est marrant et tout, il a pas si bien shooté que ça. Donc, est-ce que je peux backer avec mes statistiques le ressenti et surtout au-delà même du ressenti, ce que je viens de voir pendant un match. Après, sur une saison entière, en fonction du nombre de matchs que tu peux réussir à regarder, quand tu as une impression de, je sais pas, je dis n'importe quoi, oh là, mais Shai Gilgeous-Alexander, c'est complètement incroyable, plus ça va, plus il est efficace, genre tu as l'impression qu'il rate jamais de tir et qu'il est toujours dans le moment, qu'il a des moves à lui qui deviennent complètement indéfendables, quand il s'arrête à mi-distance, qu'il fait son petit step back, il se retrouve sur la ligne de lancer, voilà, il a fait la séparation, comme on dit, tu vois bien que les défenseurs, même s'ils savent qu'il va le faire, ils n'arrivent pas à le contrer. Tu vois ce que fait Shai Gilgeous-Alexander en défense à ses adversaires directs. Et là, tu as tout loisir d'aller dans les stats et de te dire, ok, ah ouais, disons PER de fou furieux, ok, bon, c'est quand même un indice. Tu as tout loisir d'aller regarder son true shooting percentage, efficiency, field goal, le VORP, tout ce que tu veux. En fait, tu vas regarder plein de stats et tu vas t'apercevoir que oui, Shai Gilgeous-Alexander, non seulement ce qu'il fait sur le terrain en termes de jeu avec et sans ballon en attaque, en termes de jeu défensif, mais 1 c'est beau, 2 c'est efficace, 3 c'est discipliné, 4 c'est régulier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas regarder un match du Thunder, bah en fait pour tomber sur un match 100 de Shai Gilgeous-Alexander, bah c'est compliqué. C'est-à-dire que même les matchs où les tirs rentrent pas, en fait l'autre il se met à prendre des rebonds, à intercepter, à bien défendre son adversaire direct en attendant un peu que peut-être ça se mette en route. Et là tu vas regarder si les stats back ce que tu as vu. Donc ouais, moi je suis beaucoup plus dans le clan de j'essaye de regarder. Alors évidemment ça prend beaucoup plus de temps de regarder des matchs que de regarder des stats. Quand même. Surtout que les stats, on a beaucoup de gens, comme je l'ai dit, sur des super sites et tout, qui nous ont beaucoup pré-mâché le travail. Et c'est génial parce que tu peux aller trouver une stat très avancée à calculer, tu vois, un peu chiante à calculer, qui est là. Elle est là, t'as des colonnes, quoi, t'as plus qu'à trier. C'est quand même cool. Alors que les matchs, mais c'est sûr, j'aime bien les résumés NBA en 1 minute 40, mais si tu commences à regarder que ça, c'est sûr que tu regardes pas du basket en fait. Puis ça demande moins de travail aussi de contexte, c'est-à-dire qu'une stat, c'est une stat, tu la regardes, c'est bon, merci, au revoir. Le contexte dans un match pour comprendre la performance d'un joueur, il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Ce qui est aussi une assez grosse différence. Je suis pas trop d'accord, tu vois, avec ça. Parce que moi, je trouve qu'une stat, ça demande du contexte aussi. J'ai pas dit que ça. Non, mais je veux dire. Ça demande nettement moins de contexte. Ouais. Justement, c'est là que tu fais mentir les stats, je trouve. Et donc, c'est ce qui fait que quand tu regardes un match, tu vas pouvoir avoir quelque chose de concret de ce qui vient de se passer, alors que parfois, une statistique, tu peux lui faire dire ce qui te convient. C'est vrai. Ce qui te convient. Moi, désolé, j'ai décidé dans mon argumentaire de dire ce joueur, je l'aime pas, et donc, bah désolé, ouais, là-dessus, il a été bon, mais franchement, regardez, ces statistiques-là, bah elles démontrent bien que ce que j'ai dit était clair. Mais tu peux aussi, je sais pas, tu vas me dire, mais tu peux aussi prendre un match où, je sais pas, je dis n'importe quoi, Rudy Gobert, 2 fois, il s'est fait afficher sur une isolation par un guard assez rapide, et puis une fois, bah malheureusement, il a oublié un mec qui coupait dans son dos, tu découpes juste ces 3 morceaux-là, et tu fais, oui. Ouais, c'est ça votre deep boy. Tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire, tu peux le faire aussi avec l'image. Tu peux le faire. Sauf que entre guillemets, là, il va falloir faire une vraie action de vouloir découper. À faire travailler là. Si tu, ouais, exactement. Si tu regardes tout le match, s'il a été bon et que je me faisais l'avocat du diable exprès. Hein. Et toi, puis, t'es plus. Alors juste pour terminer sur ce que tu disais, on a aussi l'avantage d'avoir des commentaires, c'est-à-dire que aussi quand des gens soit connaissent la NBA depuis longtemps, soit débarquent, eh bien les matchs mine de rien, même si tu peux les regarder sans son, t'aimes bien parfois avoir les commentaires, et donc du coup. Un commentateur qui parfois va guider une opinion, c'est hyper important parce que un commentateur qui dit le match défensif de un tel est incroyable, parfois tu peux pas forcément t'en rendre compte parce qu'il le dit, parce qu'il y a 10 joueurs sur un terrain, tu peux pas tout le monde. Le public, l'arbitre, les machins, exactement. Tout, moi, à titre perso, je varie. C'est-à-dire que je suis de base plutôt team high test. Par contre, j'aime beaucoup avoir de la statistique soit collective, soit individuelle
avant de regarder un match, je regarde les tendances, beaucoup. Pour un joueur, dans quelle forme il est, dans quelle méforme, par rapport à cette équipe, comment est-ce qu'elle se déplace à l'extérieur, comment est-ce qu'elle est à domicile, comment ça s'est passé sur les 4 derniers matchs. Désolé, ils n'ont pas défendu une bille, et donc on voit que, bah oui, ils vont rencontrer un joueur plutôt fort à l'intérieur, ils n'ont pas eu des bonnes performances défensives à l'intérieur, donc ça sent le carton. On fait ça même en TTFL, donc mine de rien, peut-être que inconsciemment on s'en rend pas compte, mais on fait aussi de l'analyse pré-match. Pendant, il y a beaucoup d'eye tests. Je pense que j'utilise beaucoup les statistiques, donc comme la plupart des gens, après les rencontres, parce que pendant tu es focalisé sur le truc, je mets pas pause pendant un match pour ensuite regarder des stats. Mais le plus gros challenge à titre perso, et ça c'est vraiment très personnel, c'est que je pense que comme beaucoup, il y a une espèce parfois de mini-guéguerre qui est faite contre les trop statisticiens, enfin tu vois, tous les gens qui vont être très passionnés par ça, et où moi j'essaye de me battre contre moi-même là-dessus, parce que oui, parfois c'est exagéré, il y a une surutilisation des statistiques, mais je me rends compte aussi que dans bien des situations, ça peut m'aider dans mon argumentaire, ou même pour moins faire face à des choses sur lesquelles j'avais tort. Oui, bah ça c'est sûr. C'est sûr que de temps en temps, toi t'as vu des matchs, t'as apprécié le travail d'un joueur, offensif ou défensif. Encore une fois, beaucoup plus facile avec les statistiques d'aller regarder et juger de l'attaque que de juger de la défense. J'aime bien l'histoire de contre, j'aime bien l'histoire de pourcentage de contre et de rebond. C'est des stats qui sont importantes pour juger la défense. Ou les box plus-minus. Tu sais, maintenant, il y a les offensive box plus-minus et les defensive. C'est toujours des indices. Mais malheureusement, dans la défense, il y a énormément de choses qui ne vont pas ressortir dans les stats. Les tirs contestés, les tirs où le mec drive, en fait, il ne tire pas. Il ne tire pas parce qu'en fait, il y a Anthony Davis qui a surgi en aide et qui est bien resté les bras debout et tout, et le mec en fait il a kick out. On ne peut pas exactement. C'est vrai, hein. On ne peut pas calculer, mettre sous chiffre le fait que dans la tête d'un joueur, il ne va pas prendre ce tir face à ce garçon-là parce qu'il sait que ce gars-là est un excellent défenseur, un grand contreur. On ne peut pas le mettre sur papier. De la même manière qu'on ne peut pas mettre sur papier à quel point la qualité de passe d'un joueur fait varier le pourcentage de réussite de ses partenaires. Oui. Il y a des stats qui tendent à le montrer, mais on le voit quand tu regardes les matchs, tu vois de temps en temps dire « Ah, il a encore raté, machin ». Je suis là, d'accord, il a raté. Par contre, excuse-moi, mais il a reçu une page dans les genoux. Donc il a dû d'abord relever le truc, poser un dribble et shooter. Et il restait 2 secondes sur HD24. C'est plus dur que si tu la reçois bien. Bien sûr. C'est des détails, mais c'est hyper important. Donc ça, c'est des détails qui sont plus liés au fait de regarder et tout. La question, c'est est-ce qu'au final, une bonne analyse, elle ne comporte pas forcément les deux, en fait. D'avoir regardé et d'avoir étudié des stats. Comme le fait, par exemple, extrêmement bien... comment il s'appelle, le mec de Thinking Basketball, là ? Ben Taylor. Ils disent les deux. Il peut très bien te faire des démonstrations. À l'époque, il avait fait un classement all-time des joueurs et tout, où Kevin Garnett défonçait tout le monde parce que c'était basé sur quelque chose d'extrêmement statistique. Tu te rappelles de ce classement ? Ouais, moi, je n'étais pas du tout d'accord parce que je pense que basé que sur des statistiques, tu peux pas faire des classements comme ça. Et en même temps, sur sa chaîne YouTube, par exemple, il prend le temps de découper ou des bouts de match ou des choses et tout, et de montrer sur des sujets. Là, c'est pointu, hein. C'est, je sais pas, là, par exemple, j'y étais tout à l'heure, là. Qu'est-ce que j'ai regardé tout à l'heure ? Non, mais attends, tout à l'heure, j'ai regardé quoi ? Voilà. Tout à l'heure, j'ai regardé récemment une vidéo sur comment les Lakers ont mis à mal l'attaque des Pacers lors de la finale du Season Tournament. Genre, comment ils ont mis à mal l'attaque des Pacers, qui est une attaque de fou furieux depuis le début de saison. Et effectivement, le plan de jeu des Lakers, donc qui a dû se baser sur de la tactique et des analyses statistiques et aussi de regarder ce qui se passe. Là, du coup, il te pond une analyse hyper intéressante, mais qui utilise les deux, en fait. Oui, tout à fait. Tu dois avoir les deux. Et je pense que là-dessus, quand je parle de cette guéguerre, c'est qu'il y a une tendance chez ceux qui regardent les matchs à fond, de dire non mais arrêtez les types avec leurs statistiques dans tous les sens, vous voulez juste essayer de vous créer une life. Je schématise, c'est parce que ce qui se dit j'entends. Quand tu vois les anciens joueurs de NBA, il y en a beaucoup qui disent arrêtez de compliquer les choses, mettez pas autant de chiffres. Et pourtant tu le vois. Moi, la question que j'avais, c'est celle que Léonce a posée juste avant qu'on démarre le truc, c'est qu'est-ce qui nous trompe en fait le plus ? Est-ce que les stats te trompent vraiment le plus ou est-ce que c'est ton propre œil ? Parce que de base, quand tu regardes un match,
tu pars pas de neutre, tu pars pas de 0-0, tu as forcément déjà un avis prédéfini, tu as un T'as favori. regardé déjà des matchs d'une équipe plus que l'autre. Tu as déjà regardé plus de matchs d'une équipe que Une l'autre. équipe que tu connais mieux que l'autre. Tu as peut-être des préférences, parce qu'on en revient sur le côté spectaculaire, où en fait, quand un joueur il te fait kiffer de l'œil, bah, en termes de Tu préférence. le regardes plus, tu tu vas peux regarder regarder son plus. coéquipier. Exactement. C'est quoi qui trompe le plus en fait? Est-ce que les stats font beaucoup trop tromper parce que ça part dans tous les sens et il y a une surutilisation des statistiques, ou alors c'est l'eye test parce que c'est pas parce que tu as le passeport j'ai regardé le match que du coup tu as forcément raison. Ça, je suis d'accord, évidemment. D'ailleurs, on le voit bien, on voit des... D'ailleurs, je pense ça dépend de qui tu es et de quel niveau de connaissance et de capacité intellectuelle, je sais pas si c'est le bon mot, tu peux avoir. Tu as des gens, ils sont moins à l'aise avec les mathématiques que d'autres, donc ils ont un peu plus de mal à comprendre certaines statistiques, Ouais. par rapport à d'autres gens qui vont comprendre tout de suite l'intérêt d'une statistique, et donc son intérêt ou son non-intérêt, évidemment, hein, et donc vont savoir s'en servir, savoir à quoi elle sert, Ah, c'est l'utilisation qui et détermine. est-ce qu'elle est pertinente Bien ou sûr. pas dans telle ou telle situation. Donc déjà, t'as comment tu utilises. Et même chose pour le fait de regarder les matchs. Moi, je suis toujours fasciné de voir certains anciens joueurs aux commentaires sur le League Pass, tu vois, et tout. Le mec, mais t'as l'impression qu'il a jamais joué, quoi. T'as l'impression que le mec ne comprend pas bien le sport dans lequel il a fait une carrière. Salut Clyde Drexler, Mais parce que, mais alors, par exemple. j'entends. Tu vois, je veux dire, moi, On du est coup, je suis d'accord toujours sur le fasciné. niveau de commentaire, Après, ouais. ça reste que mon avis Non, mais on est sur un d'accord. commentateur, hein. On est d'accord sur l'avis qu'on a sur Clyde Drexler. Non, mais Pour autant, c'est comme je un t'ai dit exemple parmi d'autres, il y en a d'autres, hein. Pour autant que, tout à fait, pour autant, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je pense que son analyse, elle est juste arrêtée. Arrêtez Dans son temps. On en revient à qui parle à son audience et à son époque. Les commentateurs qu'on préfère, ce sont notamment ceux qui arrivent. Et les analystes qu'on préfère, ce sont ceux qui arrivent aussi à s'ajuster à toutes ces évolutions. Évolution des joueurs, évolution des statistiques, évolution de tout, de société, de la façon dont la NBA est façonnée, de la façon dont le basket se développe. Donc ce sont ceux-là qu'on apprécie. Clyde Drexler, si on l'aime pas, c'est parce qu'il reste comme un gars. Il travaille pas assez, tu penses, du coup, tout simplement, en fait. Je pense qu'il n'y a pas Je de sais travail. pas, hein, Je pense qu'il n'y a pas de travail assez. Et je pense que c'est surtout se dire, eh bien, écoutez, ça c'était une formule qui marchait en 1991, donc elle marche en 2019. Non. Non. Ce n'est pas possible. Il faut s'ajuster. Et c'est ce qui fait que quand des gens ont dit, il ne faut pas drafter Stephen Curry, on ne construit pas une équipe autour d'une équipe de shooters à 3 points, c'était avoir une vision passée et ne pas comprendre que, c'est pour ça que je parle de challenge vis-à-vis de moi-même, quand tu passes ce cap statistique et que tu te dis oh là là, je comprends pas trop, mais attends, je vais fouiller un petit peu, là tu peux accéder à des nouvelles manières de comprendre le sport. Et donc c'est ce qui fait que les avant-gardistes, les Warriors, ils se disent on va tester, ça va marcher. Les Rockets, ça n'a pas marché, mais quelqu'un est en train ça de... n'a pas marché. Ça n'a pas aussi Ça bien n'a pas marché. été au bout. Ça n'a pas été au bout, tout à fait, t'as raison. Quelqu'un est en train de façonner la vision qu'on aura en 2025-35 Bien du sûr. basket. Et après, il y a toujours des ovnis au milieu. En plus. Je veux dire, aujourd'hui, on aurait tendance à dire en attaque, pour scorer, il faut quand même une grosse qualité de tir, il faut la meilleure efficacité possible. Zach Randolph ne peut pas tenir dans la NBA actuelle. Bah, peut-être que si, en fait, on s'en sait pas. Peut-être que non. Voilà. Et peut-être que même un joueur comme Yanis, même si son shoot à 3 points laisse à désirer, il arrive quand même à être efficace et à beaucoup scorer. Ouais. Donc, en gros, tu peux pas juger ces mecs-là que sur les stats. T'es bien obligé de regarder et de te rendre compte, de te dire ah bah oui, en fait, le problème, c'est que le mec, il est trop fort en hustle, il gagne trop de ballons, il a un physique trop bizarre, absolument indéfendable, et donc il pose des problèmes insolubles aux défenses qui ont trouvé pour certaines le moyen de le contrer, en utilisant notamment le côté statistique, c'est-à-dire en disant bah nous, ce qu'on veut, statistiquement parlant, Yanis, on veut qu'il rentre pas dans les 5-6 mètres du cercle et qu'il shoot. Voilà ce qu'on veut. Donc on va se débrouiller pour ça, tu vois. Demain, je suis sûr qu'il y a des équipes qui vont trouver, je vois pas encore moi lequel, mais un truc pour emmerder Jokic. Elles vont trouver, c'est sûr. Ils vont dire ok. Bien sûr, bien sûr. Jokic, c'est comme ça qu'il faut le prendre. La fin, tout à fait. Moi, le plus gros exemple dont je te parlais en off qui peut permettre de savoir où vous placez le curseur, pour moi, c'est le shoot de Lillard versus OKC, versus Paul George. Playoff 2019, si je dis pas de bêtises. Shoot au premier tour de 15 mètres, là, sidestep, là, un truc de fou furieux. Pas 15 mètres, mais oui. Ah, mais tu vois, Ah oui, de loin. Il est à 35 mètres. Quoi. Il est loin. Les statisticiens diront qu'il était à 7 mètres 28. Ou 8 mètres 29. Non, il a une dizaine de mètres, il est Tout loin. à fait. Il y a eu tout ce débat qui a suivi. It's a bad shot de la part de Paul George. Statistiquement, Bah, vas-y, tu penses que c'est un mauvais shoot, toi, statistiquement? à ce moment-là, de prendre un sidestep,
je parle purement statistique, de prendre un sidestep sur un joueur qui est plus grand que soi, de 10 mètres, peut être considéré comme un shoot avec un faible pourcentage de probabilité que ça rentre. C'est réel. Mais quand tu regardes la rencontre, et que tu vois que le mec est déjà à 47 points, qu'il s'est embrouillé avec Westbrook 2 minutes avant, que c'est Damian fucking Lillard dans le Money Time, que des tirs de loin, il en met régulièrement. Il en met régulièrement, que il dans a le Money clairement Time, un il est chaud. pourcentage très supérieur à la moyenne, à 8 ou 9 mètres, hein, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû prendre ce shoot ou il aurait dû... Tu vois, Il y a tout. égalité au score, et donc en gros s'il le met pas, bah il y a prolongation. C'est pour si je sors cet Si je dis exemple pas de bêtises, hein, on est d'accord, hein, c'est ça. Hein. Ouais, sinon la prolongation. Ouais, voilà. Donc tu vois, déjà t'enlèves. C'est quand Bien même sûr. un paramètre très important, ça. Si je parle de cette question de Damian Lillard versus Paul George, c'est parce que c'est tout ce qui a suivi, par exemple, LeBron, tu sais, avec le faire la passe pour le gars dans le corner, parce qu'on est tous à chaque fois en train de se dire, enfin tous, il y en a beaucoup qui se disent, putain, mais mec, t'es le meilleur scoreur de l'histoire de l'humanité, pourquoi est-ce que tu prends pas ce shoot ? Et parce qu'ils pensent que filer la balle au gars dans le corner, Il essaie c'est un de faire le pourcentage, bon play. essaie de faire le bon play. Comment tu te Est-ce que situes ? le bon play est forcément le play qui statistiquement a le plus de chances de rentrer ? Parce que Danny Green à 3 points, il en met. C'est pas LeBron James. Mais bon, Damian Lillard, c'est un bon shoot ou pas ? moi je pense que non, je pense que c'est pas un shoot de ouf, mais dans le sens où attends, dans le sens où non, c'est pas un shoot de ouf, et ça nous a fait marrer parce que c'est la réaction de Paul George qui est une réaction pleine de somme, mais qu'on peut comprendre aussi. Je pense que c'est pas un très bon tir, statistiquement parlant, même si Lillard est un meilleur shooter que la moyenne de très loin comme ça, je pense que vu qu'il y a égalité, tenter un petit drive, essayer de se rapprocher, prendre un écran, était à mon avis se mettre dans une position d'avoir un shoot avec un meilleur pourcentage de réussite. En revanche, vu le contexte, vu comment il est chaud, vu qu'il y a égalité, donc s'il le met pas, bah, de toute façon tu vas en prolongation, On y va. je pense que c'est pas un si mauvais shoot que ce que Paul George a voulu nous faire croire. Bah, c'était assez intéressant à ce moment-là de voir cette espèce de double école parce que si tu regardais, oui, ok, c'est une zone chaude à partir du moment où Lillard a passé le milieu du terrain, mais quand même, sidestep de 10 mètres, c'était pas une proba de zinzin que ça rentre. Ouais, Quoi. d'accord. Donc ça fait partie des exemples comme ça. La question que je posais pareil en off, si demain tu devais construire une équipe extrême pure, soit 100% high test, soit 100% stats avancées, tu fais une équipe quoi ? 100% high test ou 100% stats avancées ? Dans high test, encore une fois, c'est pas que de l'esthétique. Non, mais c'est pas que de Bien sûr, l'esthétique. bien Hein. sûr. C'est aussi de. Tu l'as regardé. Tu prends des joueurs parce que tu considères que machin, il est trop fort en isolation. En gros, créer une équipe. Lui, il tout fait à des fait. purs Z et tout, enfin des trucs de. Tu as raison, pour plus préciser. Est-ce que vous créez une équipe juste en regardant des feuilles, mais en n'ayant jamais vu un joueur ? Ou est-ce que tu crées une équipe avec des joueurs que tu as uniquement regardés, mais tu n'as pas eu accès à leurs stats ? Ah, voilà, mais ça, c'est le problème. Eh ben, je te pose la grosse dans ce question. cas-là, je prends que des joueurs que j'ai regardé jouer. Et je regarde pas les stats, tant pis. Eh bah, tu sais quoi, moi j'ai bien hâte de voir la réponse des gens parce que je pense qu'il y en aura pas mal qui vont Non, dire mais bah je ouais, mais comprends. attends, ouais, il est joli, je sais pas. Non, mais justement, j'ai bien précisé. Rudiger, c'est joli, hein, mais. Tu bon. peux aussi, à l'œil, estimer, et tu seras pas aussi précis qu'avec des stats sous les yeux, mais tu peux estimer l'efficacité d'un joueur à l'œil. Tout à fait. Tu peux estimer l'efficacité défensive, qui sera pas trop dans les stats. Tu peux estimer aussi de l'efficacité offensive, s'il fait les bons choix. Au-delà même de juste mettre le panier ou faire des passes décisives, il y a est-ce qu'il a fait le bon choix selon toi. Après, c'est ça, c'est-à-dire que peut-être que le bon choix selon moi, C'est très subjectif. c'est tout à pas fait. le bon choix selon Mais Kate selon Cunningham. Bibi ou selon Léon, c'est Mais donc chacun. oui, sinon oui, je me baserais sur mon expérience de, mettons, je viens de vivre une saison entière et de regarder plein de matchs, et je me dirais, ok, j'ai le choix, bah je prendrais lui et lui. Et je peux pas regarder une feuille de stats, bah tant pis, je prends lui et lui. Et j'essaierai de faire un truc équilibré avec, si possible, un meneur qui gère bien le jeu, un pivot qui est solide en défense, et puis 3 ailiers externes forward qui savent un peu tout faire les 3. Bah tu vois, moi c'est le challenge en ce moment. J'essaierai. Tout à fait. Bah c'est le challenge en ce moment, mais qui est donc très personnel comme je disais tout à l'heure. C'est la tendance que j'ai eue jusqu'ici, 33 piges, bon bah il y a 15-20 ans de basket avant, de juste de regarder comme un zinzin, de droguer de toutes les nuits, de faire plutôt du high test, et en même temps, si je souhaite être compétitif et bon, force est de constater historiquement, que ce soit dans ça ou dans d'autres domaines, que la science finit par te rattraper. Ce qu'il faudrait essayer de faire, Tu finis par être battu par la science et les il évolutions. faudrait faire statistiques. ton jeu là. Faudrait Mais faire l'équipe des 5, le 5 majeur des mecs les plus efficaces ou des plus kiffants statistiquement parlant. Et je mets des players A, B, C, D, E. Et il faudrait faire le 5 majeur des joueurs qui, par exemple, moi je te fais mon 5 majeur. Alors,
c'est un peu triché parce que du coup, depuis le début de saison, j'ai regardé des statistiques. Oui. Donc j'ai une petite idée de quels Oui, sont mais les bon. joueurs statistiquement solides. Mais le 5 majeur que je ferai moi en fonction de tous les joueurs que j'ai regardés. Est-ce que ça va devenir... Est-ce qu'à la fin de la saison, ça sera une All-NBA First Team, mon équipe, par exemple, tu vois. Est-ce que... NBA First Team peut-être, mais champion NBA, je sais pas. Parce qu'on regarde historiquement du fait que tu ne vas pas jusqu'au titre sans avoir été efficace quand même. Non. Mais Globalement est-ce que efficace. l'équipe championne est forcément l'équipe la plus efficace? Ça serait une bonne question à regarder. ça. Non, mais tu vois. Non, tu peux pas. Est-ce que dans l'équipe championne, il y a forcément des joueurs parmi les plus efficaces? J'espère, et je pense que oui. Mais est-ce qu'il y a aussi, on en parle souvent, des cols bleus et tout, donc c'est des mecs qui se voient à peine dans les stats. Oui, mais quand tu regardes les plus grandes légendes du jeu, quand même, si on a tendance à faire des top 10 all-time avec des avec des Jordan, des Karim, des Magic, des Bird, des machins, Ouais, il y a de l'efficacité. c'est assez efficace. Ouais, C'est ouais. pas juste ça a dominé. Mais j'ai ça a dominé. volontairement cité tout à l'heure Iverson, Oui. Kobe, Oui. tu vois, ce genre de gars. Wade, qui a été pas mal aussi, mais qui à distance était c'est non. Mais oui, On c'est se ça. fout de sa gueule. Dites-nous un petit peu ce que vous feriez par rapport à ça, cette création d'équipe. Aujourd'hui, tu vois, moi je 100% ferais stat. Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander. C'est Dans quoi, ce que tu les me fais ailes, je te fais mon 5 majeur actuel et puis vous me direz si statistiquement c'est le meilleur. De Ok. ce que j'ai regardé moi depuis le début de saison. Ok, Je prends Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander. ok. Dans les ailes, je pense que, sur ce que j'ai vu depuis le début de saison, je mets Jason Tatum et LeBron James. Ok. Et puis Anthony Davis. Faut regarder les stats, mais Anthony Davis, il m'impressionne tellement depuis le début de saison. Voilà, c'est mon 5. Eh ben, Et ben avec ça, tu sais que je pense que je veux bien voir les stats, tout à mais fait. je pense que je peux salir des gens. Bien sûr. Et ce à quoi je répondrais joueur A, Kevin Durant, dans mon équipe. Joueur B, Stephen Curry. Ouais, c'est bien. C'est pas mal, hein, ça joue tout à fait c'est au correct, basketball. c'est correct. Du coup, moi j'ai Jokic. Ouais. Moi Moi j'ai pris ni Jokic ni Embiid, t'as vu? C'est ça. Toi, t'as AD avec LeBron, Tatum, Shai et Doncic. Et moi, j'ai Jokic, KD, Steph. Ouais. Et dans les autres registres comme ça, un 4 et un 2 Un qui 2 sont... peut-être, ouais. Un 4... Bah, KD c'est un 4. Hein. En- Si t'es embêté. Oui, Si t'es c'est embêté, vrai. KD c'est un 4, il y a pas de problème. Hein. Je peux mettre... je peux mettre... C'est forward quoi, il te faut un autre forward quoi. Je peux mettre Anthony Edwards, mais je sais pas comment ça en est au niveau des... Faut que tu regardes les stats là, toi. Mais voilà. Moi, il me faudrait que des stats. Mais en gros, ce serait ces noms-là, parce que quand tu regardes... Je pense que Shai il est au-dessus d'Anthony Edwards en stats et en efficacité quand même. Faut regarder, hein, mais Ouais. je pense qu'il est vraiment très efficace, Shai. Mais c'est marrant, parce que du coup, ça veut dire que du Steph, du KD, par exemple, et du Jokic, sont pas les gars qui te viennent forcément en tête. Non. Non, mais parce que j'ai... T'as été moins impressionné. Voilà, j'ai essayé aussi rapidement, là, pendant qu'on discutait, de construire un truc que j'estime, genre, complémentaire des deux côtés du terrain. En gros, avec Tatum... Je mets Tyrese Maxey. Avec Tatum, Anthony Davis, Tyrese avec Tatum, Anthony Davis et Shai Gilgeous-Alexander, j'ai l'impression que je peux avoir une défense très correcte. Surtout que LeBron et Luka sont des grands joueurs costauds et tout qui vont participer. Je pense qu'au rebond, je suis très sale. Et en attaque, j'ai et du shoot, et de la passe, et beaucoup de choses, tu vois. Tout à fait. Après, Voilà. évidemment, ça prend pas la défense en compte, parce que moi, j'allais ajouter Tyrese Haliburton avec Steph, Mais lui, défensivement, KD. tu peux pas avoir que... Mais enfin, le problème, c'est que voilà, défensivement, il faudra aussi voir comment ça tient, parce que des Tyrese Haliburton vont être plus c'est là où je ciblés. trouve que les stats, parfois, te disent pas tout. C'est ma dernière question Vas-y. par rapport à ça. C'est, et en soi, la question à elle seule pour représenter une grosse question, c'est, ça fait 40 ans qu'on a à peu près les mêmes box scores. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que ce sport évolue dans sa feuille de stats? Tu voudrais rajouter quoi? Ou enlever quoi? Je pose juste la question. Les feuilles de stats sont le jeu évolue, on a dit le jeu évolue, les arbitres évoluent, les statistiques évoluent, la manière de voir évolue, les coachs évoluent, etc. On a la même feuille statistique brute depuis des années. Est-ce que contre interception c'est assez? Pas sûr. Tu voudrais quoi? Je sais pas, faut Ah. creuser. Moi, je trouve ça bien qu'on ait la même feuille de stats et que derrière, il y a des gens qui fassent des tableaux Excel de grands fous furieux pour nous sortir de la stat avancée et que, du coup, ce soit accessible gratuitement pour tous les gens qui ont envie de se plonger dedans, mais que tu sois pas obligé pour regarder une boxeur dire « Ah putain, merde, je me suis trompé de... Ah oui, c'est quoi ce pourcentage ?» Tu vois, je trouve ça pratique quand même d'avoir, pour quand tu es dans un match,
Parfois, tu as juste envie de voir où en est un joueur ou quoi. Et donc, je trouve ça pratique d'avoir des grandes lignes statistiques auxquelles on peut se raccrocher, mais il faut avoir conscience qu'elles ne suffisent pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de situations où, comme tu le sais, je suis la nuit devant les matchs et le matin, je revois la feuille de stats et je me dis, la feuille de stats ment. Elle ment. Elle ne représente pas... Est-ce que tu crois qu'une feuille de stats pourrait ne pas mentir dans ce cas-là? Au moins, on peut réduire la jauge, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de feuilles statistiques qui mentent pas mal et j'aimerais éviter que ce soit un aussi gros mensonge et qu'on puisse se rapprocher un peu plus de la réalité. Je sais pas par quoi ça passe. Et toi, à la fin, là, t'es plus du côté high test ou t'es plus du côté statistique du Eh ben, moi, avant, quand j'avais high test, non, mais aujourd'hui. Eh ben, aujourd'hui, mon curseur qui était avant high test ici par rapport aux stats, aujourd'hui, il est à peu près là, toujours un peu plus high test que stats, mais plus j'avance, plus j'évolue, plus j'ai besoin de choses pour comprendre à la fois l'histoire et l'évolution de mon sport, plus je me rapproche des stats. Ok. Mais il y a encore plein de choses sur lesquelles je me trompe et où j'ai besoin d'apprendre. Donc si vous avez des outils à soumettre, moi je serais le premier à les lire à fond parce que c'est aussi tout un apprentissage, quoi. Je suis d'accord. Il y a plein de trucs sur lesquels moi je suis complètement à côté de la plaque au niveau de la lecture des statistiques et ça manque de vulga là-dessus, par exemple, je trouve. Et dernière question. Ah, je t'en prie. Est-ce que pour cartonner en TTFL, vaut mieux être sur les stats ou vaut mieux être sur les matchs et regarder les matchs et comprendre ce qui se passe dans l'évolution de la saison d'un joueur? Moi, faut choisir sans pic. Je sais pas si je demande à la bonne personne. Mon problème. Effectivement. Non, mais non, oubliez la question. T'as sorti ma réponse ou pas? Je la poserai à Nico Michel. Voilà. Je suis pas sûr que je sois la meilleure personne à qui poser la question, parce que si on me suit, ne regardez aucun match, les frères. Parce que je regarde plein, mais du coup, après mes scores TTFL sont nuls. Non, je pense que la TFL est un jeu statistique avant tout, et que je dirais qu'en TTFL, il y a beaucoup plus de chances que quelqu'un soit champion de la TTFL en ayant maté 0 match et en ayant poncé les stats que quelqu'un qui a maté 1800 matchs et fait 0 stats. Je suis d'accord, je pense que le tableau Excel gagne en TTFL. Voilà, donc si vous voulez joindre ce jeu de scientifique, n'hésitez pas à venir. Dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça. Où est-ce que vous vous situez? High test versus statistique. Wow, on a hâte d'avoir tous vos argumentaires évidemment dans les petits commentaires. Léon, Alex et Libby, on vous souhaite une super semaine et on se retrouve bientôt lundi prochain pour une nouvelle grosse question. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.